Antoine, pour ce rendez-vous de l'information sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, le soutien du Burkina Faso sollicité par le ministre du Tourisme et de l'économie créative de la République d'Indonésie pour sa candidature à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Marie Elka Pangescu était cet après-midi chez le chef du gouvernement burkinabé pour cette requête. Également dans ce journal, la situation du barrage de Ziga qui préoccupe et qui pose la problématique de la qualité de l'eau et de l'avenir même de l'ouvrage. Il est prévu demain une concertation nationale autour de l'infrastructure hydraulique. Et c'est pour en parler que nous recevons ce soir le directeur général de l'agence de l'eau du Nakambe, M. Dibi Milogo. Et puis bientôt des plateaux techniques bien équipés pour des structures sanitaires du Burkina Faso. Nous aurons la remise symbolique de ce matériel de santé dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés à ce rendez-vous hebdomadaire ce matin au palais de Kosiam. Les ministres de la Justice, des Droits humains, de la promotion civique, de l'économie et des finances, ainsi que celui des infrastructures, du désenclavement et des transports, ont fait part au Conseil des questions d'actualité liées à leur département. Suivons la synthèse avec Salinana. Lors des dernières discussions entre le gouvernement et les syndicats, le ministère de l'économie et des finances s'est engagé à leur soumettre des propositions sur la relecture de la grille salariale des agents publics de l'État. Une étude diagnostique a donc été menée et les conclusions des travaux ont été soumises au Conseil. Nous avons un certain nombre d'éléments qu'on peut considérer des forces qu'il faut consolider, mais aussi on a remarqué qu'à la matière, il y avait quand même la tendance à avoir une multitude de textes, diverses indemnités, et toutes choses qui ôtent un peu à l'aspect cohérence au niveau donc de cette rémunération. Le ministre de l'économie et des finances a également fait part au Conseil d'une réflexion menée sur les conséquences de la crise malienne sur l'économie du Burkina. Le Burkina Faso et le Mali sont des pays limitrophes et avec la crise sociopolitique que connaît ce pays, le département des finances a jugé utile de soumettre au Conseil les premières évaluations des conséquences que cela peut engendrer. Le Burkina s'est engagé dans l'effort de guerre avec la MISMA. Nous avons mis en place un dispositif de sécurité au niveau de nos frontières. Au niveau intérieur, nous avons pas mal d'actions que nous menons et tout ça, ça nécessite une contribution budgétaire pour pouvoir ça en charge. Donc c'est dit que notre budget a été sollicité et pour permettre justement de pouvoir prendre en charge ces éléments-là. Maintenant, au niveau des éléments purement économiques, l'analyse que nous avons menée montre que en termes de flux commerciaux, on n'a pas eu pour le moment en tout cas beaucoup d'impact. Bien au contraire, les flux commerciaux, exportation, importation, une évolution normale, qui peut s'expliquer par le fait qu'en fait, quand on voit la crise, elle a concerné surtout le nord. Or, en termes de flux, c'est surtout avec le sud que nous commercialisons, donc on n'a pas encore eu de façonnement. Alors, au niveau des transferts, là aussi, on n'a pas noté une baisse, bien au contraire, on a eu un accroissement qui peut s'expliquer par le fait que certainement les gens ont accéléré le mouvement d'appartement de leurs ressources, ou aussi peut-être les réfugiés aussi ont dû appartenir les peuples pour participer en charge. Alors, donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on est tous conscients que la situation reste précaire, au plan sécuritaire, et qu'il nous appartient de renforcer tout ce qui a comme initiative tendant à ce que le plus tôt possible, on puisse trouver une solution à cette situation. Sinon, il est clair qu'à terme, on n'a pas avant, en tout cas, n'importe quel. Le ministre de la Justice, lui, a porté au Conseil la situation de la grève de la faim d'un agent de la garde de sécurité pénitentiaire. Le gouvernement n'approuve pas la façon dont l'élément a mené sa lutte, parce que nous savons que menacer de se donner la mort de façon violente n'est pas en phase avec nos habitudes. Nous pensons que toute forme de lutte mérite qu'on attache du respect, mais nous pensons qu'il faut s'inscrire véritablement sur des formes homologuées, des formes qui ont l'habitude d'être menées ici au Burkina Faso. Donc c'est pour tout vous dire que le gouvernement prend en compte les observations, prend en compte les revendications de l'ensemble du corps de la DSP, mais demande qu'il soit revu. En réalité, cette forme de lutte-là ne correspond pas à nos
valeurs. Un forum national sur le civisme est prévu pour se tenir les 30 et 31 mai 2013 à Ouagadougou. Le ministre des Droits humains et de la promotion civique en a informé le Conseil des ministres de la tenue de cette rencontre qui va réunir plus de 300 personnes. L'incivisme aujourd'hui est une question d'actualité, une question qui préoccupe tout le monde. Et il était opportun pour nous d'initier une rencontre qui va réunir tous les acteurs intervenant dans le domaine des droits humains pour réfléchir, faire un diagnostic sur tout ce qui concerne la question de l'incivisme et également dégager des pistes de solutions dans lesquelles tous les acteurs vont se reconnaître, ils vont s'approprier de ces pistes de solutions-là et pouvoir les mettre en œuvre pour enrayer le phénomène de l'incivisme. Tunis Air desservira très bientôt le Burkina Faso et le ministre Jean-Bertin Ouédraogo a informé le Conseil du vol inaugural de cette compagnie aérienne prévue pour le 14 avril prochain. Il s'agit de la mise en œuvre de l'accord de transport aérien signé entre le Burkina Faso et la République de Tunisie. Alors, lequel accord bilatéral de transport aérien permet donc à la compagnie aérienne Tunis Air de desservir le Burkina Faso. Ils ont convenu donc de faire leur vol inaugural le dimanche 14 avril prochain en passant par Bamako. La desserte aura seront 3 dessertes hebdomadaires sur le Burkina Faso en faisant donc Tunis, Bamako et Bamako, Tunis. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres après le journal. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative de la République d'Indonésie sollicite le soutien de Burkina Faso et de ses autorités pour sa candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Marie-Elka Pangestou, qui a d'abord eu une séance de travail ce matin avec les hommes de médias, a été reçue cet après-midi en audience par le Premier ministre Luc Adolphe Diao, Ernest Kambiré. Marie-Elka Pangestou, ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, est candidate au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Ancienne ministre indonésienne du commerce pendant 7 ans, elle séjourne au Burkina à la recherche d'un soutien pour sa candidature. Et avec le Premier ministre chef du gouvernement, les échanges ont porté sur son projet de candidature et sa vision pour l'OMC. J'ai rendu visite donc à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui transmettre les salutations de mon président. Je lui ai demandé donc de transmettre également à son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré, les salutations de mon président. Et je lui ai parlé également de ma candidature au poste de directeur général de l'OMC. C'est surtout pour défendre la position de l'Afrique, s'assurer que l'Afrique profite effectivement du commerce international. Le Premier ministre a utilisé des mots très importants. Il m'a dit que si je devenais directrice générale de l'OMC, je devrais porter l'Afrique dans mon cœur. Et je crois que c'est cela. Le Premier ministre pense que c'est un avantage et c'est une bonne chose qu'il y ait également une femme à la tête de cette importante organisation. Avant cette audience avec le Premier ministre chef du gouvernement, Marie Pangestou, une des 9 candidats au poste de directeur général de l'OMC, a eu un déjeuner de travail avec les hommes de médias. Au cours de ce face-à-face avec les journalistes, celle qui espère être la première femme à diriger l'OMC a décliné sa vision, expliqué son projet de candidature et les perspectives pour les pays africains comme le Burkina, une fois élu à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. La question du coton est très importante et nous avons échangé effectivement sur ce point. Et le président du Faso est l'un des présidents donc, qui défend de manière très importante la question du coton donc, au niveau de l'OMC. Pour des pays comme le Burkina Faso, le plus important c'est le renforcement des capacités en ce qui concerne donc, la production. Si je suis élu, donc mon problème ce ne sera pas simplement la suppression des subventions, mais également comment accroître la productivité, surtout pour des pays comme le Burkina Faso qui comptent beaucoup sur le coton. Donc la productivité également est un aspect très important. Avant Ouagadougou, Marie-Elka Pangestou était à Dakar, Abidjan, Lagos et Casablanca, première étape de ce voyage de lobbying sur le continent. Un séjour africain que la candidate indonésienne achèvera par l'Angola, l'Ouganda, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, toujours pour défendre sa candidature. Mais d'ici là,
Ce sera peut-être en terre africaine qu'elle saura si elle passe pour le second round de cette élection marathon. Le carnet d'audience du président de l'Assemblée nationale lui affiche chargé ces dernières semaines. Sungalo Apollinaire Ouattara a reçu l'ambassadeur du Sénégal ainsi que les bureaux de la Chambre des mines et l'Association des banques et des établissements financiers du Burkina Faso. La synthèse de ces audiences avec Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. Pour sa première et dernière visite au président de l'Assemblée nationale, ce sont ses félicitations et un au revoir que le diplomate sénégalais dit être venu exprimer à Sungalo Apollinaire Ouattara. Je lui ai donc souhaité un bon mandat à la tête de l'institution. Je lui ai exprimé mes prières et renouvelé l'attachement du peuple sénégalais au peuple burkinabé à travers la représentation qu'il préside. Je lui ai en outre, on va dire malheureusement, présenté aussi mes au revoir, puisque je suis arrivé à la fin de ma mission. Se présenter au chef du Parlement burkinabé et échanger avec lui sur le secteur minier au Faso, c'est ce qui a conduit le bureau de la Chambre des mines dans les locaux de la représentation nationale. Et nous avons sollicité cette audience d'abord pour venir féliciter le président de l'Assemblée et puis lui formuler tous nos voeux de santé, de courage et puis de succès dans ses nouvelles hautes fonctions. Et ensuite, dans le cadre d'un programme de communication que nous avons développé au niveau de la Chambre des mines, lui exprimer les préoccupations que nous avons en tant que Chambre des mines. Quant aux banquiers et financiers, eux sont venus à l'Assemblée dans l'objectif de se présenter et de présenter leur structure. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et lui présenter le nouveau bureau de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Nous avons tenu une réunion du Conseil fédéral les 19 et les 20 mars à Ouagadougou ici. Cette réunion a porté le Burkina Faso à la présidence de la Fédération des associations professionnelles des banques de l'UEMOA. Il était de notre devoir de venir donc l'informer de cela, de l'honneur qui a été fait au Burkina. Des secteurs d'activité qui ont besoin du soutien de l'Assemblée nationale pour évoluer et contribuer efficacement au développement du Burkina Faso. Le Burkina Faso a dit officiellement au revoir hier soir à l'ambassadeur du Sénégal en fin de mission au pays des hommes intègres, une soirée qui a permis de réaffirmer la bonne santé des relations entre le Burkina Faso et le Sénégal. Mamadou Makta Gueye a tenu à saluer le dynamisme de la diplomatie burkinabé, les temps forts de cette soirée d'adieu avec Moumouni Soubega. Accrédité en mars 2012 au Burkina Faso, l'ambassadeur Mamadou Makta Gueye achève sa mission sur une note de satisfaction. Outre les accords bilatéraux signés depuis des décennies, il se félicite pour avoir œuvré à renforcer l'axe Ouaga-Dakar. Ces courants d'échange, monsieur le ministre d'État, ont assurément servi de ciment entre nos deux peuples et permis aujourd'hui à la communauté sénégalaise, forte de près de 6 000 membres, de se sentir bien chez eux, ici au Burkina. Il convient donc de saluer cette dynamique d'intégration qui préfigure et accompagne aujourd'hui les programmes d'intégration économique et politique en cours qui constituent le cadre normatif de notre coopération. Mamadou Makta Gueye a également rendu un vibrant hommage au président du Faso pour les efforts déployés en faveur de la paix dans la sous-région avant de saluer la récente nomination du chef de la diplomatie burkinabé comme envoyé spécial de l'OCI au Mali et au Sahel. Côté burkinabé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a aussi salué l'exemple de coopération entre les deux pays. Vous avez sûrement tracé les sillons de sa consolidation et de sa redynamisation. Votre séjour au Burkina Faso, au-delà de sa brièveté, se veut fructueux et enrichissant à bien des égards au service de nos deux peuples. En guise de reconnaissance, le diplomate sénégalais a été fait officier de l'ordre national burkinabé. Mamadou Makta Gueye rentre également avec des marques de souvenirs de son séjour au pays des hommes intègres.
Et dans le même registre, la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie s'intensifie. On annonce une mission économique multisectorielle du 14 au 17 avril prochain au Faso pour des opportunités d'investissement. C'est depuis 2008 que le Burkina Faso a ouvert une représentation en Tunisie. Boukari Ouedraogo, qui est sur place à Tunis, nous fait découvrir l'ambassade du Burkina dans ce pays. Le drapeau du Burkina flotte en territoire tunisien. C'est depuis 2008 que le Burkina a décidé d'intensifier sa relation de coopération avec la Tunisie, d'où l'ouverture de cette représentation diplomatique. Ici, Pauline Yen Wenkoum, ambassadrice du Burkina en Tunisie, s'active au quotidien avec son équipe à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Sur le plan diplomatique et politique, comme vous savez, la Tunisie, comme le Burkina Faso, fait partie de l'Union africaine. Et en ce sens-là, les deux pays conjuguent leurs efforts pour une bonne marche des relations diplomatiques et une évolution positive de tout ce qui concerne les problématiques africaines. Sur le plan économique, de plus en plus d'opérateurs économiques burkinabés qui viennent ici pour des activités de tout genre. Les exportations tunisiennes vers le Burkina ont connu de 2011 à 2012 une hausse de près de 67%. Un taux qui va certainement connaître une hausse avec ce nouveau tournant dans les relations bilatérales entre la Tunisie et le Burkina Faso. Il faut le dire, du 14 au 17 avril prochain, une délégation d'hommes d'affaires, une centaine à peu près, foulera le sol burkinabé pour prospecter des opportunités d'affaires. Et comme pour donner le ton, la compagnie Tunis Air ouvre sa ligne directe Tunisie-Ouagadougou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Tunisie et le Burkina Faso sont résolument décidés à prendre leur place dans le concert des nations afin de compter aussi bien en Afrique que dans le monde. Retour au Faso et direction le plateau central où l'on fait depuis ce matin le bilan du projet de gestion des ouvrages hydrauliques et de l'hygiène et de l'assainissement dans cette région. Le projet qui prend fin après 4 années d'exécution. Il s'agit de faire le point des résultats atteints et c'est à Zignaré que les acteurs se sont donné rendez-vous pour cette évaluation. Abdul Rasmane Zongo. Après 4 ans de mise en œuvre d'un projet axé sur l'hydraulique, l'hygiène et l'assainissement, entre autres, au bénéfice des populations du plateau central, acteurs et bénéficiaires du projet font le bilan à travers la présente rencontre. Financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le projet de renforcement de la gestion des infrastructures hydrauliques, d'approvisionnement en eau potable et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement a engrangé de nombreux acquis. J'ai envie de dire que ce projet, dans la région du plateau central, a atteint 100% de ses objectifs. Et les objectifs que nous avons, c'est de les étendre à toutes les régions du Burkina Faso comme un modèle en matière de gestion des infrastructures, d'eau potable et d'assainissement. La partie japonaise est également satisfaite des résultats atteints. Je suis tout à fait satisfait des résultats obtenus à travers la mise en œuvre de ce projet puisque notre objectif est de renforcer la capacité des populations. On voit les populations qui sont capables de mener qui gérer l'usage et la gestion des forages qu'on a ciblés. En attendant une prolongation ou non du projet, les populations bénéficiaires doivent s'approprier les compétences et techniques acquises dans la gestion des ouvrages hydrauliques, mais aussi dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Voilà qui nous amène à notre entretien. Demain s'ouvre à Ouagadougou un atelier national sur le barrage de Ziga. L'infrastructure hydraulique connaît en ce moment d'énormes difficultés. Le directeur général de l'agence de l'eau du Nakambe, M. Dibi Milogo, est notre invité. Bonsoir, M. Milogo. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue en tout cas sur le plateau du 20h de la télévision de Burkina. Si. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui pose véritablement problème en ce moment au barrage de Ziga? Quel est le souci? Quels sont les problèmes que vous avez là-bas? Oui, il faut dire que le barrage de Ziga est une importante infrastructure qui a été réalisée pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Et ce barrage
alimente et Ouagadougou et les villes de Ziniaré et les villes de Lumbila. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce barrage connaît un certain nombre de problèmes aussi, qui sont entre autres l'exploitation agricole, avec l'utilisation des intrants, les pesticides et les herbicides, qui sont parfois même pas homologués. Il y a aussi la divagation des animaux, on va dire, qui s'abreuvent autour de ces barrages-là. Et au-delà de cela, il y a des entreprises qui prélèvent des agrégats à ces niveaux aussi. Et non content de cela, il y a des orpaillages qui sont installés autour de ces barrages. Donc, tous ces problèmes font que les barrages, on peut dire que le barrage, en tout cas, connaît un certain nombre de difficultés. Quand vous prenez les problèmes agricoles, les pesticides qui sont utilisés, il y a que ça développe un certain nombre de plantes qui sont toxiques, notamment les algues. Et alors que l'eau de Ziga est destinée à la consommation d'eau potable. Et quand vous prenez les pesticides, les engrais, ça développe ce qu'on appelle l'eutrophisation, le développement d'un certain nombre de plantes aquatiques qui font que véritablement le traitement de l'eau devient difficile. Quand vous prenez le fait qu'il y ait des prélèvements autour de ces barrages d'agrégats, cela entraîne ce qu'on appelle en tout cas l'augmentation de la turbidité de l'eau même, et qui fait que tous ces facteurs ajoutés, ça fait que le traitement de l'eau devient de plus en plus difficile au niveau des Ziga. Alors, avec tout ce que vous avez énuméré comme préoccupation autour de ce barrage-là, qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger le barrage de Ziga et permettre qu'on puisse traiter convenablement l'eau? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Oui, ce qu'on fait en ce moment, c'est des activités de sensibilisation des différents acteurs qui sont installés autour de ces barrages. Je crois qu'on en a fait plusieurs fois. Et il est arrivé des fois qu'on a déguerpi ces acteurs par la force. Mais le problème est que même quand vous les déguerpissez, le lendemain, ils reviennent encore parce que vous n'allez pas être permanemment là, sur place là-bas. Parce qu'au départ, ce n'était pas prévu que les berges du barrage soient exploitées. Exactement, vous avez raison parce qu'au départ, ce n'était pas prévu et il y a même un périmètre de protection du barrage de Ziga qui est délimité par une haie vive. Et donc, la limite est assez claire qui fait que normalement, les gens ne devraient pas franchir cette limite pour se trouver dans les lits du barrage et faire de l'exploitation agricole. Mais malheureusement, la situation est telle que, effectivement, les gens franchissent ça et font de l'agriculture et au fur et à mesure que l'eau recule, ils avancent dans les lits du barrage. Alors demain, il y a un atelier national qui va s'ouvrir à Ouagadougou pour permettre une concertation, en tout cas entre les différents acteurs là autour de cette préoccupation. Qu'est-ce que vous attendez de cette concertation de Ouagadougou? Oui, cette concertation, c'est un atelier national. Il faut dire d'abord que cette concertation a été provoquée par la visite de Madame le ministre au niveau des Ziga, qui est allée elle-même constater les difficultés qui sont liées à ces barrages-là. Et elle a instruit pour qu'un atelier national soit organisé, pour que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, discuter des problèmes des Ziga, et ensemble décider des solutions qu'il faut mener pour que, en tout cas, on puisse préserver Ziga le plus longtemps possible. Donc, l'atelier de demain va servir de concertation entre les différents acteurs. Les problématiques du barrage vont être présentées. Et les problèmes aussi liés à la gestion des barrages vont être présentés. Et ensuite, en travaux de groupe, on va essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là, qui vont être présentés en plénière, adoptés, et au finish, on va signer un communiqué final qui engage l'ensemble des acteurs par rapport à la protection de ces barrages-là. Alors, Monsieur Milogo, avec tous les problèmes que vous avez évoqués, est-ce qu'on peut dire que nous buvons à Ouagadougou de l'eau potable malgré tout? Oui, on peut être rassuré que nous buvons de l'eau potable à Ouagadougou et partout où l'ONEA est d'ailleurs. Il faut dire que malgré tout, l'ONEA fait vraiment de gros efforts pour le traitement, en tout cas, de notre ressource eau.
Et je crois qu'on peut dire même que dans la sous-région, nous buvons la meilleure eau. Est-ce qu'on peut garantir que Ouagadougou sera toujours approvisionné par l'eau du Ziga? Oui, dans une certaine mesure, à condition effectivement qu'on puisse lutter efficacement contre les pratiques qui sont en train de se mener au niveau de ces barrages-là. Et c'est justement dans cette perspective qu'on organise l'atelier de demain. En tout cas, merci M. Milego d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette importante concertation que vous ouvrez demain autour du barrage de Ziga, le barrage de Ziga qui rencontre d'énormes difficultés en ce moment. À moins que vous n'ayez un dernier mot. Aussi, j'avais un dernier mot, ce serait de dire qu'à l'ensemble de la population burkinabé, il est vrai qu'apparemment, on peut se dire qu'il y a de l'eau. Mais même au niveau international, la ressource eau est limitée. Et a fortiori dans notre contexte. Et il est temps que l'on prenne soin de la gestion de cette ressource pour la rendre disponible à notre génération, mais aussi pour les générations futures. Merci, M. Milego. Merci, Marie. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Le ministre de la Communication reçoit les félicitations du réseau d'information et de communication sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et pour cause, Alain-Edouard Traoré a respecté ses engagements de construire des latrines dans le cadre du programme assainissement total porté par les leaders. Pour avoir construit 10 latrines dans le village de Kiribinon, le ministre a eu droit à une attestation de reconnaissance de la part du riche Jacques Lamissa Tarpaga. Il a tenu sa promesse de construire 10 latrines à Kiribinon, un village au nord de Banfora. Alain-Edouard Traoré a reçu pour cela une attestation de reconnaissance du réseau d'information et de communication en hygiène, eau et assainissement riche. C'est un travail de suivi que le réseau a entamé après l'engagement des ministres il y a 1 an. Sans ce suivi, il se pourrait que nous ne puissions pas atteindre les objectifs. Et maintenant, je suis satisfait et personnellement, ça fait toujours chaud au cœur et de voir que certains apprécient ce que vous avez fait et vous le disent. Déjà à l'inauguration, j'avais demandé à ma petite équipe au niveau du village qui avait suivi et d'identifier une dizaine de personnes à qui on va offrir des latrines. Donc c'est pour vous dire que je suis toujours engagé. Le ministre de la Communication fait partie donc des leaders. Les leaders, ce sont les ministres et autres personnalités politiques qui ont promis des latrines il y a 1 an. Mais l'action de suivi du riche ne plaît pas toujours. Nous revenons d'une caravane au nord qui a quand même fait un peu de bruit. On est venu dire aussi au ministre de la Communication, il peut rassurer les autres ministres, les autres membres du gouvernement que nous ne sommes pas instrumentalisés. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un leader qui se cache derrière le riche pour essayer de déstabiliser un ministre. C'est simplement le Premier ministre qui nous avait demandé de faire, 1 an après, le bilan de cette approche-là. Et voilà pourquoi nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fait le bilan. Et c'est ce que nous avons constaté sur le terrain que nous essayons de relater auprès du public. Auprès du ministre Alain-Edouard Traoré, le riche a demandé l'accompagnement des médias d'État. Le ministre de la Communication a promis d'apporter une réponse pour faciliter le travail d'information du public mené par le riche. Les structures sanitaires du Burkina Faso seront bientôt dotées de plateaux techniques performants pour des soins de qualité. Le plateau technique estimé à plus de 500 millions de francs CFA, l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale a procédé à une remise symbolique de ce matériel de santé. Claudine Bikaba y était. Équiper les plateaux techniques dans les structures sanitaires du Burkina en matériel médico-technique et assurer leur maintenance, voilà l'objectif principal de l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale AGEMAB. Créée en 2011 sur initiative du ministère de la Santé, pour répondre aux besoins des populations et des acteurs de la santé, elle lance l'exécution du plan spécial de dotation des centres hospitaliers et non hospitaliers ce 6 avril, d'où cette remise symbolique. L'AGEMAB a été créé donc, dans un contexte où les plateaux techniques des hôpitaux étaient déficients parce que soit il y avait des équipements manquants, soit qu'ils n'étaient pas assez bien maintenus. Et comme vous le savez, pour qu'un plateau technique soit vraiment efficace, eh bien, il faut que l'ensemble fonctionne.
C'est un échantillon de 36 éclairages mobiles et 46 éclairages plafonniers de blocs opératoires modernes, estimé à 500 millions de francs CFA, qui a été présenté à ses responsables, marquant ainsi le début d'une série de remises. Une chose est d'avoir des équipements pour assurer des soins de bonne qualité, mais également assurer la maintenance des équipements est une autre chose. L'AGEMAB également va contribuer par ses équipements à améliorer les sites de stage pour nos apprenants en médecine et en pharmacie, mais également les médecins spécialistes ou les pharmaciens spécialistes que nous formons dans notre pays. Le président du conseil d'administration et le directeur général de cette agence souhaitent qu'elle devienne une société d'État pour qu'ils puissent travailler à faire d'elle une référence pour le public et le privé et être en phase avec leur devise « Optimiser pour la santé ». Et nous allons au Sahel pour une solution à l'alimentation du bétail saluée par les éleveurs et l'ensemble des acteurs du secteur. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers l'INERA, a mis au point des blocs nutritionnels. Il s'agit de mélanges de produits locaux à forte valeur nutritionnelle. Le nouveau produit était au cœur d'une rencontre hier à Dori, Maïmouna Traoré. Dans les pratiques courantes, les éleveurs utilisent les résidus des récoltes pour nourrir le bétail. Mais ces tiges et autres restes d'épis ne sont toujours pas bien conservés, si bien que les réserves s'épuisent avant le début de la saison pluvieuse. C'est dans la perspective de valoriser et de rentabiliser ces réserves que l'INERA a mis au point les blocs multinutritionnels. Le mélange avec d'autres produits locaux leur confère une forte valeur nutritive. Et la composition est aussi variable en fonction des régions. Comme nous valorisons les ressources locales, et il est évident que ce qui est disponible à Dori, qui doit rentrer en ligne de compte dans ce processus, va varier par rapport à une autre région, puisque nous nous appuyons sur les ressources locales. L'essentiel, c'est de pouvoir caler le type de profil nutritionnel que nous voulons et rechercher les ressources locales qui peuvent nous permettre de répondre à ce type de profil. Ça permet à l'animal qui le consomme de bien digérer la paille sèche, les tiges de mil, de produire plus de chair et plus de lait. Fabriqués au début pour soutenir les petits producteurs, les blocs multinutritionnels intéressent aujourd'hui tous les éleveurs. À Dori, chercheurs, éleveurs, commerçants, producteurs, partenaires techniques et financiers se sont réunis pour chercher les voies et moyens pour mieux développer cette technologie. Les objectifs poursuivis par cet atelier sont de permettre en fait aux acteurs de cette technologie de se mettre ensemble, d'échanger en fait leurs expériences. L'objectif à terme est d'aboutir à la mise en place d'une plateforme d'innovation sur les blocs multinutritionnels. Cette plateforme devrait regrouper tous les acteurs intéressés par cette technologie. Et non loin de là, à Djibo, les groupes vulnérables retiennent l'attention de l'association Seigneuré Sahel qui vole à leur secours depuis une dizaine d'années. Le week-end dernier, les élèves ont eu droit à des kits scolaires et les personnes âgées à des vivres. Une solidarité qui donne de l'espoir dans le rang des bénéficiaires. Jacques Lamy Satarpaga. Djibo et sa traditionnelle journée de solidarité. Cette année encore, l'association Seigneuré Sahel apporte son soutien aux personnes vulnérables de la province du Soum. Plusieurs cadeaux ont été remis aux tout-petits, des jouets destinés aux élèves du préscolaire, des vêtements et des kits scolaires à ceux du secondaire. L'ambiance ici est bon enfant. Les personnes âgées, elles repartent avec des vivres et de quoi se vêtir, un acte de générosité qui se perpétue depuis plus d'une dizaine d'années. Je pense que ces personnes aussi ont besoin d'être considérés. Il faudrait que les gens apprennent à les respecter parce qu'ils n'ont pas demandé à être ce qu'ils sont. Mon association s'occupe des personnes vulnérables, les orphelins, enfants vulnérables, les personnes âgées et défavorisées. Et c'est pour cela que je travaille avec la direction provinciale de l'action sociale de Soum. L'éducation reste un des défis majeurs à relever dans le Sahel. L'association Les 2S mène sa lutte. Une lutte avec le soutien d'autres partenaires aboutit peu à peu à l'épanouissement de ces orphelins et autres enfants vulnérables. On a reçu des sacs et etc. Donc nous sommes très enchantés d'avoir reçu ça. On les remercie pour tout. Ça devait bien nous aider et pour cela, on va se mettre au sérieux pour bien travailler à l'école.
Cette association mérite du soutien. Il n'est pas facile aujourd'hui de satisfaire toutes les couches vulnérables du Soum, mais je crois que ce geste de l'association est très important et nous ferons de notre possible pour aider cette association qui contribue à sa manière au développement de la province du Soum. Après une décennie d'action aux côtés des groupes vulnérables, l'association Seigneur et Sahel veut étendre ses activités avec la valorisation des produits laitiers. Son projet de construction d'une savonnerie à Djibo répond au souci d'offrir aux femmes des activités génératrices de revenus. Et le nouveau maire de Djibo, qui s'est engagé sur un vaste chantier de développement, souhaite pouvoir compter sur l'union et la cohésion des populations pour réussir ce pari de l'émergence dans cette commune urbaine. Oumarou Diko, qui entame son 4e mandat, a été installé dans ses fonctions le week-end dernier. Jacques Lamissa Tarpaga. Djibo, dans la province du Soum, dans cette commune urbaine où tout est prioritaire, Oumarou Diko rempile pour un 4e mandat en vue d'achever les projets en cours. Selon lui, le budget communal est passé de 59 millions à plus de 227 millions de francs de 2006 à 2012. Une évolution qui s'explique par les nombreux besoins des populations, besoins en eau potable, en infrastructures marchandes et en services sociaux de base. La demande étant plus forte que l'offre, le nouveau conseil municipal devra s'attaquer à de nouveaux défis. Nous allons mettre l'accent surtout sur l'assainissement au niveau de la ville de Djibo et le problème d'eau. Au niveau rural, parce que c'est une commune urbaine, il y a les parties rurales, il y a le problème de l'éducation et de santé qu'il faut voir. Sur le plan économique, nous voulons dire que, vous savez que Djibo, c'est une zone d'élevage. Et nous avons le premier marché à bétail du Burkina et même de la sous-région. Donc ça veut dire que nous avons des potentialités qui peuvent nous permettre d'avoir des ressources. Si, en tout cas, comme nous le disons, nous allons faire le dialogue, il faut faire participer la population pour qu'elle-même s'investisse. Avec son plan communal de développement, la nouvelle équipe municipale, forte de 66 membres, appelle toutes les forces vives de la localité à se joindre à elle pour l'émergence de Djibo. Une émergence qui doit passer par le développement des routes dans le Soum. Notre souci ici à Djibo, c'est la route. Nous n'avons pas de route et pourtant, nous avons le plus grand marché à bétail de la sous-région. Nous demandons au gouvernement de nous aider avec le bitumage de la route Kongossi-Djibo. Si nous avons cette route, vous verrez que Djibo va changer. Nous, les opérateurs économiques de la province, nous allons accompagner le conseil municipal. Nous appelons la population à la cohésion sociale et à la paix afin de réussir le développement. Zone à forte potentialité pastorale, Djibo veut figurer à l'heure du bilan parmi les bons élèves en matière de développement local. La bonne gouvernance est une priorité de gestion pour le conseil municipal qui estime que le temps n'est plus aux paroles mais aux actes et tous se sont engagés à faire de cette commune urbaine une ville où il fait bon vivre. Swampa Lompo ajoute une corde à son arc. Cet instituteur de formation a pris les clés de la mairie de Gaïri lundi dernier. Le nouveau maire a invité ici également à une mobilisation autour des priorités du développement. C'est Sylvestre Da. Changement à la tête de la mairie de Gaïri. Djingri Traoré, élu député, cède son fauteuil à Swampa Lompo qui dirigera cette commune pour les 5 prochaines années. Forte mobilisation des populations de Gaïri le jour de l'installation du nouveau maire. Une manifestation de soutien à l'air jeune édile et aussi un moment d'expression de nombreuses attentes. Qu'il y ait quand même des actes en tout cas favorables pour cette commune. Par exemple, vu la population, on a besoin vraiment de l'eau, des routes et des centres de santé. L'eau potable, c'est notre premier problème dans la commandiarie car la population s'accroisse. La population s'accroît de jour en jour et nous avons un manque d'eau. Donc c'est notre premier défi comme ça. La deuxième chose, nous allons demander, on dit la communication. Sans la communication, rien ne peut marcher. Nous demandons au conseil municipal d'œuvrer pour que la radio communautaire, dont en tout cas ils sont les premiers responsables, qui puissent mettre ça en marche pour que nous puissions donner l'information et recevoir pour que toute la population soit informée. Le nouveau maire de Gaïri sait donc que les attentes des populations concernant leurs conditions de vie, de sécurité, de paix sociale et de bonne gouvernance sont fortes et ne demandent qu'à être satisfaites. Promesse est tenue pour engager le combat de l'amélioration des ressources propres en impliquant les communautés à la base pour résoudre leurs préoccupations quotidiennes. La priorité, c'est essentiellement lutter contre la faim, la maladie, l'éducation
le combat contre le chômage. Je tiens ça à cœur et je compte vraiment le confirmer dans mon mandat, dans toutes mes actions. Je pense que c'est ça qui est plus essentiel. Le conseil municipal de Gaïri, qui vient d'être installé, a été encouragé par les parrains de la cérémonie, le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, à travailler dans l'unité et la cohésion pour relever tous les défis. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est dans quelques instants après ce journal.